Dernière partie de ce rendez-vous ici sur le salon Millésime Bio, c'est la table ronde. J'invite Pierre-Henri Cozins à nous retrouver ici sur scène. S'il est avec nous, il devait être Pierre-Henri. Oui, à nous retrouver ici sur scène. Pierre-Henri du château Grand Launay à Taillac, nous sommes en Côte-de-Bourg. Il y a Olivier Crouzet aussi, domaine de Foltodon à Saint-Côme et Maruéjol dans le Saumurois. Olivier, bienvenue. Je sais que Noël Laurens de l'ICV, qui est œnologue conseil, est avec nous aussi. Venez nous retrouver sur scène, messieurs. Bonjour, asseyez-vous, posez-vous tranquillement. Et est-ce que Michel Gassier est arrivé? Michel du château de Nage en Costière de Nîmes. Il va aussi nous retrouver peut-être dans quelques instants. On a beaucoup parlé ce matin on a survolé tout ce qui avait pu être abordé, ça veut dire le cuivre, on en a parlé récemment, les traitements, l'équilibre des sols, le matériel, la protection de la plante contre les maladies. Merci Michel de nous retrouver. Michel Gassier du château de Nage en Costière de Nîmes. Bienvenue, posez-vous. Merci à vos quatre. On va échanger. C'est des questions croisées que je vais vous poser sur chacun d'entre vous. Alors, je vais vous présenter déjà. Pierre-Henri Cozins, vous êtes sur Launay, le château Grand Launay, à Taillac. C'est bien ça? Taillac, pardon. Prenez le micro, ce sera nettement mieux. 24 hectares 30 aujourd'hui. 30 aujourd'hui. Avec un deuxième parcellaire de 6 hectares à Lansac. Bio depuis quand? Alors, les 24 hectares sont labellisés depuis 2012, une conversion totale de 2009 à 2012. On va parler avec vous dans un instant de ce qui vous a motivé et de ce qu'il faut. Il faut être extrêmement vigilant. On va y revenir dans quelques instants. À vos côtés, c'est Olivier Crouzet. Oui, tout à fait. Vous êtes entre Nîmes et Sommières dans le Gard. Dans la plaine de la Vaunage. La Vaunage en bio depuis quand? Labellisé 2011. Vous avez quelle surface? Aujourd'hui, 92 hectares. À vos côtés, Noël Laurens de l'ICV, vous êtes œnologue. Bonjour. Bonjour. Noël, vous êtes œnologue de la cave coopérative de Vergès et puis celle de Saint-Maurice aussi, au cœur du département du Gard. Oui, alors je suis œnologue consultant à l'ICV Oui. Et j'interviens entre autres sur ces deux producteurs bio en cave coopérative. Qui sont deux géants, hein. Au niveau bio, un peu, oui. Ouais. Il y a le géant Vergès et Héraclès, la plus grosse cave coopérative de France. Actuellement, oui. Et puis la seconde, une particularité, celle de Saint-Maurice, c'est qu'elle cumule les deux, du bio et du conventionnel. Oui, et surtout avec deux sites de vinification, dont un estampillé 100% bio ou conversion. Voilà. Voilà. À vos côtés, Michel Gassier du château de Nage en Costière de Nîmes. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Un mot sur votre domaine qui est un domaine familial, historique. Oui, oui. Dans la famille, je suis la 4e génération à m'en occuper. Ouais. Ouais, et en bio depuis quand? On a entamé la conversion en 2007, donc 4 ans plus tard, en 2011. Voilà. On va beaucoup revenir avec vous sur ce qui est important qu'on a évoqué ce matin, c'est le travail du sol. Je voulais revenir avec vous, Pierre-Henri Cozins, sur cette conversion. Il faut bien la réfléchir, cette conversion. C'est ce que vous dites. Oui, parce que dans mon cas, on y avait pensé, et finalement on y avait pensé, on avait amorcé toutes les problématiques de travail du sol et de traitement du vignoble, et on s'est précipité suite à un accident climatique en se disant tiens, on va profiter de cette baisse de rendement cette année. Le mot précipité, il est important. Pour lancer la conversion et tout faire d'un coup. Mais on a fait des erreurs. Et lesquelles? On s'est orienté sur du matériel, pour prendre un exemple, sur du matériel très complexe de pulvérisation. Et au fil des années, ça fonctionnait, mais on s'est rendu compte que le personnel n'était peut-être pas suffisamment formé pour réparer ce matériel-là. Et par la suite, on s'est réorienté sur du matériel plus simple qu'on pouvait réparer en interne. Quel genre de matériel, par exemple? Aujourd'hui, on traite avec des aéroconvecteurs. On a vu sur une des interventions, non pas la meilleure presse, mais nous permettent d'être efficaces rapidement et dès qu'il y a une panne, de réparer très rapidement. Donc voilà. On avait acheté pourtant lors de la conversion, avant la conversion, une cellule de traitement qu'on mettait sur notre porteur, mais dès qu'il y avait une panne, on était très très lent à réparer. Cette conversion, vous l'avez aussi bien réfléchie, vous, Michel Gassier, au château de Nage? Oui, nous, la première année, on avait passé 20 hectares
Actuellement, on en a à peu près 140. Donc vous y êtes allé progressivement? Non, juste pour évaluer les besoins humains et les besoins matériels. Bon, il est évident qu'on a beaucoup plus de besoins et humains et matériels. Comme on l'a vu tout à l'heure dans les présentations, sur des années compliquées, il faut être capable de traiter le vignoble très vite. Le travail du sol demande beaucoup plus de tracteurs, beaucoup plus d'outils différents, parce qu'il y a différents cas de figure que simplement passer le désherbant. Voilà. Et après, j'ai trouvé que c'était extrêmement complexe de gérer dans une exploitation une partie en conventionnel et une partie en bio. Et donc, à partir du moment où on a fait cette évaluation, on a fait les investissements et on a passé tout le vignoble derrière. Comme monsieur, on a fait des erreurs aussi. Lesquelles? Qu'est-ce que vous avez fait comme erreur? Approchez le micro plus près de votre bouche, Michel, qu'on entende bien. Pareil, on se laisse un peu tenter par les sirènes de la sophistication et des outils qui sont très précis, qui font gagner du temps et tout. Et l'environnement agricole pour ces outils est quand même relativement hostile, entre la poussière, les cailloux, la chaleur. D'avoir aussi un personnel qui est capable de mener ces outils sophistiqués, d'avoir une capacité à les réparer en interne. Il y a des matériels qui ont des pièces d'usure ou plutôt qui sont qu'ils contrôlent avec des prix absolument exorbitants par rapport à d'autres matériels sur lesquels c'est des pièces standards qu'on peut acheter. Donc voilà. Vous parlez de matériel, l'investissement vous concernant est important? Nous, on avait pris la décision justement de partir sur une pulvée, sur un porteur Pélenc, de manière à avoir des vitesses d'avancement plus fortes. Et nous, on est parti sur une organisation en 2-8 très fréquemment. C'est-à-dire que ces matériels étant très coûteux, ça nous permet de traiter. On attaque à 10h le soir et on va terminer en fin de matinée. Et ce qui permet de mieux utiliser du matériel très cher, quoi. Chez vous, Olivier Crouzet, comment s'est passée cette conversion? Le déclic a été très simple en 2007 avec une rencontre, quelqu'un qui m'a motivé, qui était un gérant de coopérative. Oui. D'où ce qu'on a évoqué ce matin aussi, d'échanger avec ceux qui sont autour de vous, d'échanger avec des voisins. Alors moi, je suis un précurseur. Sur mes deux communes, je suis un précurseur. On regardait avec des gros yeux. Après, d'autres y sont mis. Et on parlait des erreurs de travail du sol. Moi, ça a été le cas où, au début, on labourait trop profond. On voulait faire comme les anciens décavaillonnés, alors qu'aujourd'hui, on fait un travail à plat, très rapide. Le prix des pièces, adaptables ou pas. Donc, le choix du matériel avec des pièces adaptables. Et je dirais que plus c'est simple, mieux ça marche. On est d'accord? Parce que je pense qu'on a le même matériel. Je regarde toujours sur la route, on a le même matériel. Plus c'est simple, mieux ça marche. Vous confirmez, Pierre-Henri Cauzins? Non, c'est certain. C'est certain. Les fenêtres de travail sont très étroites. Il faut que ça fonctionne, que ça aille assez vite quand même. Et quand c'est simple, on le répare plus facilement. On a parlé des équipes qui vous entourent. Est-ce qu'il a fallu une formation particulière pour les gens qui sont à vos côtés, les ouvriers? Moi, j'ai eu la chance, après la conversion, de trouver un employé qui était fan du travail du sol. Et ce qui n'a pas été le cas. On a formé, on a pris des apprentis, etc. Mais ils ont préféré partir sur des propriétés qui avaient des mécanisations conventionnelles. Pas forcément le travail du sol, ça attire pas tout le monde. Donc il faut motiver sa masse salariale dans ce sens-là, oui. Il faut lui montrer les avantages que ça peut être environnementaux, mais aussi sur le savoir-faire. Il y a un plaisir réel à travailler le sol. C'est quelque chose qu'il faut essayer de transmettre aussi. Ce travail du sol chez vous en Costières, Michel Gassier, c'est votre dada aussi. Le sol, vous le connaissez parfaitement. Les typicités, elles sont particulières chez vous? Oui, le travail du sol, c'est... comment dire, c'est assez complexe. Il faut connaître chacune de ces parcelles. Entre celles qui ressuient lentement, on ne peut pas rentrer de suite. Celles qui se clouent et qu'il faut crever avant que le coup de Mistral ait tout séché. Celles qui se salissent vite, celles qui se salissent moins. C'est une espèce de Rubik's Cube en permanence qu'il faut intégrer. Et là, il n'y a que les années d'expérience. J'aime bien l'image du Rubik's Cube. Ouais. Et c'est là où l'expérience des anciens, l'avantage quand on est à la 4e génération, c'est qu'on apprend des générations précédentes.
Il faut, c'est un paramètre qui a été évoqué à plusieurs reprises ce matin, être extrêmement présent sur son vignoble. Le fait de travailler en bio nécessite une présence... Ah oui, beaucoup plus. On n'a pas de produits de rattrapage, on n'a pas de produits curatifs. Pareil, les sols, comme je dis, à 2 jours près, certains c'est trop tard, ou en tout cas on fait un boulot dégueulasse. Et quand on n'est pas dans les bonnes conditions, c'est moins bien fait, ça va moins vite, et on casse du matériel. Donc on a tous les inconvénients. Donc voilà, oui, il faut y être en permanence et réagir très vite. Chez vous aussi, Olivier? Moi, je voulais rajouter quelque chose. On est près du vignoble, on est devenus des professionnels de la météo, en tout cas des prévisions. On est, je pense, tous abonnés à des services météo Internet et autres, qui ne sont pas toujours précis. Pour le travail du sol, la même analyse, on connaît nos parcelles, on a des carrés où tout se passe bien sur la moitié de la parcelle, on sait que l'autre moitié, il faut attendre. Quand c'est trop frais, ça ne fonctionne pas. Quand c'est trop sec, on casse tout. Parce qu'on a des tracteurs qui tirent devant, mais derrière, ça ne suit pas toujours. Et puis, quand c'est fait dans des bonnes conditions, ça ne coûte pas trop cher en usure. Et quand c'est fait trop tard, ça coûte une fortune. Voilà. Mais vraiment, en casse et en entretien, c'est inimaginable. Vous parlez, vous, Pierre-Henri Cauzin, chez vous, de presque de microchirurgie. Et d'être ces traitements ou cette façon de travailler que vous avez eu sur une année qui n'est pas forcément la même l'année suivante. Chaque année est particulière, chaque millésime est différent. Oui, effectivement. Alors, dans mon cas, je garde des traces des années précédentes pour m'en inspirer. Des traces lesquelles? Ça peut être les doses de cuivre qu'on a appliquées sur les premiers traitements. Savoir, sur tel millésime, comment ça s'est passé au départ, parce que le départ est très, très important à Bordeaux. La pression mildiou est quand même sans équivoque. Donc, plus important qu'ici sur le Languedoc ou sur l'Occitanie? Sur 2018, j'oserais pas faire de comparatif, mais sur le reste des millésimes, on est connu quand même pour avoir cette problématique, surtout sur notre cépage, le Merlot, un cépage qui est très très sensible. Donc on garde les indications parce qu'on est lié quand même à respecter la réglementation sur les applications de cuivre des années précédentes où ça s'est bien passé, etc. À essayer de faire des parallèles, mais à chaque traitement on s'interroge. Alors on peut s'interroger sur le fait de passer entre deux pluies de 12,5 mm ou pas, mais aussi de savoir si on va mixer telle formulation de cuivre avec une autre ou utiliser des terpènes en addition. Quand on compare avec nos collègues, de la même appellation, etc., chacun a un peu sa vision sur telle ou telle formulation. Et ce qui compte, c'est quand même la réactivité et d'avoir du matériel extrêmement bien réglé. Après, il faut que les produits soient appliqués, mais chacun a ses petites bouillies personnelles. Mais ça se transmet, ça se partage? Ah oui, ça se transmet, surtout entre jeunes. Hein. Il y a quand même beaucoup de jeunes aussi qui se mettent au bio sur les appellations bordelaises. Et du coup, que ce soit dans des réunions de jeunes agriculteurs, etc., c'est des sujets qu'on aborde systématiquement. Vous le dites d'ailleurs justement, j'aimerais avoir vos réactions, que les interprofessions, elles, sont de bons interlocuteurs. On en a parlé ce matin. Les chambres d'agriculture, les différentes instances qui existent, ce sont vraiment des gens qui sont avec lesquels il faut aussi travailler. Oui, effectivement. Et puis, c'est pas un réseau parallèle, mais il y a aussi toutes les structures régionales qui sont liées à la bio. Et quand on commence sa conversion et qu'on n'a pas forcément fréquenté beaucoup de viticulteurs bio et tout, il faut aussi appréhender, découvrir tout ce réseau-là qui apporte beaucoup, en fait. Vous échangez, vous, Olivier Crozet, avec ces réseaux, justement? Beaucoup au début, maintenant beaucoup plus avec Sudvin Bio, parce que dans les GDA et chambres d'agriculture, dans le Gard, on a une personne qui s'est un peu spécialisée, mais à Sudvin Bio, on a une personne qui fait que ça. Nicolas Constant. Un peu, oui, c'est un peu son dada quand même. Donc on échange, on parlait du limocide. Je crois qu'on a quasiment tout essayé en 2018. Des limocides, Il en dit quoi, Michel Gassier? des cuivres, différents cuivres, ouais. Des cuivres avec terpènes intégrés. Parce qu'à un moment donné, on traitait le lundi, le vendredi, puis on y retournait quand même le lundi parce qu'il y avait à nouveau plus. Donc là, on a vu ce qui décrochait, ce qui décrochait pas. Donc je suis arrivé à la fin de la conférence sur les cuivres et j'écoutais
À part les biocontrôles qu'on n'a peut-être pas essayé, mais Limousin, oui, on a même communiqué dessus, on a échangé. Oui, c'est bien que l'État professionnel s'intéresse, mais à mon avis, la pointe de la recherche, entre guillemets, c'est des gens comme Nicolas, parce qu'ils font que ça. Il faut prendre le temps, justement, peut-être vous allez nous en parler, Michel Gassier, prendre le temps, justement, d'échanger avec les différents techniciens et ingénieurs, prendre le temps de récupérer l'information nécessaire. Ah oui, c'est assez fondamental parce que on n'est jamais sûr de rien, on se pose toujours des questions, chaque année est différente, et de confronter les réalités des uns des autres et de voir comment eux analysent la situation et comment ils y ont réagi, à plusieurs on est toujours plus intelligent, donc oui c'est fondamental. Nous on a la chance, ce technicien de chambre qui a un peu créé un club avec qui on échange beaucoup. Sur les Costières, enfin dans le Gard. Oui, Ouais. oui, Cyril, Ouais. voilà, Cassarini qui a intervenu, je crois, en début de conférence, je ne sais pas. Enfin, Qui devait. non, Qui devait. pardon. Ouais. Voilà, oui, on échange très souvent. Ouais. Côté coopérateur, si on parle. Oui, allez-y, Je veux dire, et Olivier. quelqu'un comme Cyril Cassarini, il voit tous les secteurs du Gard. Parce que des fois, entre chez Michel et chez moi, il y a 20 km d'écart. Ça veut dire qu'il a une vision globale? Ah oui, il voit tout le monde. Donc il sait ce qui s'est passé en amont, en Côte-du-Rhône, parce qu'il y a eu plus de pluie. Il me dit, en Costière, chez Gassier, il y a eu ça, fais attention. Il est dans le Saumirois, qui est un parcellaire qui craint énormément le Midjou. Donc il a l'info des déclenchements. C'est surtout les déclenchements le plus important. C'est de Ouais. travailler en amont, d'anticiper. Une fois que la saison est lancée, ceux qui ont raté les premiers traitements, c'est trop tard. Pierre-Henri Cauzin, vous voulez... Rajouter, nous, à Bordeaux, l'expérience est la même. Et on a un décalage, par exemple, entre le Libournais ou sur les stades phénologiques. Et moi, je suis un peu plus au nord. Hein. Alors, c'est comme pour les maturités, pour les vendanges. J'ai toujours le son de cloche de ce qui s'est passé avant et ça me donne toujours 2 semaines pas d'avance, mais en tout cas de réflexion. Et donc, le fait de s'informer au point de vue régional permet d'anticiper aussi. Je voulais qu'on entende parler quand même, Noël Laurens. Côté coopérateur, comment ça se passe? Côté Héraclès à Vergès, et puis on parlait de cette cave sur laquelle vous travaillez aussi à Saint-Maurice de Cazevielle, en plein cœur du Gard. Oui. Alors, moi, je vais plus parler de l'aspect cave, en fait, puisque j'interviens surtout au niveau de l'œnologie. Le gros changement, quand on passe en bio, notamment en cave coopérative, c'est que c'est souvent pas la totalité de la cave qui est en bio, donc c'est la mixité entre le bio et le conventionnel, ou entre le bio, le conversion et le conventionnel, où ça peut être compliqué de faire des assemblages, de faire le plein d'une cuve avec une autre. Enfin voilà, c'est ce genre de précautions-là qu'il faut inculquer aux... Ça se passe de quelle manière? Parce que justement, sur la cave de Saint-Maurice, cette cave cumule les deux, du conventionnel et du bio. Oui, mais sur 2 sites séparés. Voilà, Oui. eux, ils ont cette possibilité-là. Ils ont investi sur un site où il n'y a que du bio. Mais cette année, par exemple, avec le développement des conversions de 2e, 3e année, ils ont une mixité entre le bio et le conversion de 2e, 3e année. Donc on est revenu un peu à la case départ avec 2 typologies de vins qu'on ne pouvait pas croiser, pas assembler et vraiment séparer en termes de pratique. Mhm. Voilà. Côté Héraclès, du côté de Côté ce géant. Héraclès, on a un peu de conventionnel. Héraclès, il faut le rappeler, c'est la plus grande cave coopérative Voilà, bio de France, Bio hein, de France, il y a à peu près 65 qui est à Vergès. À Vergès, à faire Alors- Cotonnière maintenant, c'est la nouvelle cave. Elle explique ceci, cela, c'est que Perrier n'est pas loin de cette cave historique, Mm. et donc cette conversion, à l'origine, c'est aussi Perrier qui a un peu poussé. Oui, cette conversion date du début des années 90, donc c'est quand même très très ancien. Et c'est à l'initiative de Perrier, alors en plein scandale des molécules de benzène qu'on avait soi-disant retrouvées sur certaines de leurs lots aux États-Unis, avait voulu protéger de manière efficace et visible sa source d'approvisionnement. Hein. Et donc avait imposé à ces fermiers de passer en culture biologique, vignes, mais aussi grande culture, maraîchage, arbaux. Et donc dans toute cette zone-là, zone de captage de la source Perrier, vous avez quasiment un énorme îlot bio. Voilà. Et donc viticole également. Quand je parle d'un géant, quels sont les volumes qui sortent de ce caveau d'Héraclès? Alors, Héraclès, aujourd'hui, c'est à peu près, enfin, 2017-2018, c'est 65-70 000 hectos, dont 55 000 hectos en bio. Voilà, donc, à ce jour, c'est l'un des plus gros producteurs bio en France.
Et vous travaillez de quelle manière ensuite avec la cave de Saint-Maurice, qui elle, est un petit peu différente? Enfin, s'il y a 2 sites, vous travaillez de quelle manière, vous? Oui, alors l'avantage, par exemple, d'avoir 2 sites séparés, c'est qu'en termes de travail de cave, on est un peu plus souple. À Héraclès, ils ont encore un peu de conventionnel, donc quand on passe du conventionnel au bio, il y a forcément au niveau des quais de réception, du nettoyage, lavage du matériel, un temps à consacrer au changement de catégorie de raisin. Sur Saint-Maurice-Cazevieille, avec un site dédié, on a beaucoup moins ce problème-là, puisqu'on va rentrer quasiment que des bio pendant toute la journée. Donc on fait un lavage classique comme un conventionnel, en fait. Voilà. Il n'y a pas d'opération supplémentaire. On interdit aussi les produits qui sont interdits en conventionnel, en bio, pardon. Ils ne sont pas présents dans la cave, donc on ne peut pas faire d'erreur de manipulation avec un produit qui est autorisé en conventionnel mais pas en bio. Donc il n'y a que des produits autorisés en bio. C'est au moins beaucoup plus rassurant je pense, pour le vinificateur, mais aussi pour les clients. Je voulais qu'on revienne sur un sujet qui me paraissait intéressant, c'est le prix. Vous en avez parlé, on en a parlé ensemble en préparant ce rendez-vous, Pierre-Henri Cauzins. Il faut expliquer ce prix du bio. Et l'expliquer de quelle manière? Le prix de revient ou Le prix de revient déjà. Le prix de revient, oui, il faut. Mais il mérite un décryptage. Lequel? Bon, là, je bloque un peu. Non, mais c'est compliqué. Il faut quand même tout intégrer dans son prix. On parlait tout à l'heure vite fait de la main-d'œuvre. Il y a la main-d'œuvre, il y a tout ce qui est matériel qui va intégrer, donc l'investissement du matériel. On va passer aussi du temps à tout ce qui est compréhension des normes, etc. Ça va être du temps qui va être mobilisé, donc c'est un coût. Tout ça, ça se réfléchit. Il faut vraiment poser les choses sur la table pour chiffrer à peu près tout ça, parce que à Bordeaux, on a des prix de vente qui sont liés essentiellement au marché quand on est vraqueur. Et on peut très bien se trouver dans une situation où le bio sera finalement moins rentable que le conventionnel. Alors qu'on le fasse pour conviction, moi je l'ai fait en partie pour conviction, c'est une chose, mais il faut aussi qu'on ait une rentabilité. Et derrière ça, il faut que ce ne soit pas uniquement le bio comme finalité, mais peut-être aussi essayer d'envisager d'avoir des meilleures marges et de monter un peu en gamme. Olivier Crouzet, peut-être un mot sur ce qu'on a évoqué là. Moi, je vais venir sur les coûts. Sur les traitements qu'on traite avec des produits conventionnels, je parle le coût de passage. Oui. Ou bio, c'est pareil. Il y a peut-être un passage de plus en début de saison en bio par précaution. Par contre, après, quand on commence à parler de travail du sol, il y a des années où avec 4-5 passages, on s'en sort. Il y a des années où on est à 6-7 passages, où on ne va pas vite, où on use plus de matériel, on use plus de gasoil, malheureusement, parce qu'il faut en parler. Ça s'intègre. Après, il y a plein d'autres choses comme qu'on ne parle pas, le débourgeonnage, qui ne peut pas se faire en chimie, qui se fait ou manuellement ou mécaniquement si les vignes le permettent. Ça triple le coût hectare, etc., etc. Après, le prix du vin bio, c'est le marché, l'offre et la demande qui fait que on n'est pas à mettre notre destin à ce niveau-là. Une réaction peut-être à Michel Gassier. Non, moi je rajouterais la dimension de coût à l'hectare, bien entendu. On passe plus souvent, que ce soit pour la maîtrise de l'herbe, que ce soit pour les traitements, que ce soit pour les interventions manuelles, parce qu'il faut faire beaucoup plus de prophylaxie, puisqu'on n'a pas des produits curatifs. Donc on a un coût à l'hectare qui est plus important, assez nettement. Et derrière, on a des rendements qui sont aussi plus faibles, parce qu'on ne peut pas se permettre de pousser le végétal aussi fort que quand on est en conventionnel, parce que plus on pousse un végétal, plus on va le fragiliser. Une année comme cette année, c'était très clair, hein, les plantiers, les vignes vigoureuses et tout, se sont fait gaufrer par le mildiou, tandis que les vignes adultes, un peu calmées, ont eu beaucoup moins de problèmes à programme de pulvérisation identique. Donc ça, c'est... et donc quand on prend un prix de revient à l'hectare supérieur et avec un rendement plus bas, on arrive à un prix de revient à l'hecto qui est sensiblement supérieur à ce qu'on pourrait avoir en conventionnel. L'autre chose que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus pointu comme agriculture ou comme viticulture.
c'est beaucoup plus facile d'être Quand vous dites pointu, ça veut dire pointu parce que le réglage d'une décavaillonneuse, par exemple, c'est pas le réglage de la pulvée ou du désherbant. La qualité de pulvérisation, les intervenants précédents l'ont dit, c'est fondamental. Il faut un pulvé bien réglé, il faut en permanence s'assurer, parce qu'on est avec des produits, quand on met du cuivre et du soufre, il peut y avoir des grumeaux, les buses peuvent être bloquées. Enfin, c'est le gars qui... On l'a abordé ce matin, l'entretien du matériel est primordial. Hein. C'est vraiment... c'est facile, quoi. Le chauffeur qui va constamment regarder, de dire « Ah merde, j'ai cette telle buse, je la démonte, je la nettoie, je la remonte ». Tout est beaucoup plus précis, tout est plus compliqué, tout demande beaucoup plus d'attention. Voilà. Donc... oui, actuellement, le bio vaut sensiblement plus cher sur le marché, heureusement. Mais il y a une explication derrière. Le prix, c'est comme le disait, c'est le marché qui le fixe, mais il y a besoin d'un prix plus élevé parce que ça coûte sensiblement plus cher à produire. Voilà. Donc ceux qui envisagent la conversion en disant mon prix de revient il est tant à l'hecto, je passe en bio, je vais le vendre beaucoup plus cher, donc c'est super, je vais gagner beaucoup d'argent. Attention. On peut être déçu, nous dit Olivier Crouzet, qui est obligé de nous quitter. Un impératif. Merci Olivier d'avoir été avec nous sur le domaine de Foltodon dans la Volage. Juste un mot sur, on parlait de commercial il y a un instant. Est-ce qu'il faut, selon vous, Michel Gassier, est-ce qu'il faut élaborer une transition commerciale et une montée en gamme ensuite ? Je suis pas certain de saisir... Lorsqu'on parle de commercial, on parlait de vente. Est-ce que vous avez élaboré une transition lorsque vous passez en bio ? Non, pas réellement, parce que comme on a quasiment tout... Enfin, moi, j'ai attendu que tout le domaine, puisqu'il y avait juste une petite partie qui avait un an d'avance, j'ai attendu que tout soit converti pour utiliser le label bio. Mais j'allais dire, j'avais pas attendu pour vendre. Donc, entre guillemets, le client, moi, ça a été un peu compliqué. On vend tout en bouteille. Donc, tout d'un coup, les bouteilles, elles ont pris le logo agriculture bio, mais je pouvais pas dire à mes clients... c'est 20% de plus parce que cette année, tu as le tampon, quoi. Donc, c'est des choses qu'on a... C'est pas comme le marché du vrac, c'est pas instantané. Donc, on les a progressivement montés. On s'est permis de les monter peut-être plus agressivement en prix que si on avait été en conventionnel. Voilà. Après, ça nous a ouvert des marchés auxquels on n'avait pas droit et des marchés plutôt bien valorisés. Donc, c'est plutôt un basculement vers des marchés mieux valorisés, mais ça a été progressif. Et chez vous, Pierre Cosens ? Lors de la conversion, la difficulté, c'est de faire tous les efforts dont on parle. Dans le cas de monsieur, il avait la possibilité d'augmenter ou pas ses clients, mais on fait des efforts pendant 3 ans sans le label, donc on postule pas au marché bio tout de suite, et donc on vend c'est à Bordeaux, hein, on vend sur le marché bordelais au prix du conventionnel avec les efforts du bio. Et donc il est bon quand même de considérer un départ en conversion avec certaines certitudes financières. Et il ne faut pas que ce soit la solution finale en se disant j'ai tout essayé, je suis vraiment sous l'eau, j'en peux plus. Je me lance en bio parce que déjà si on arrive là, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de conviction à l'origine pour ce secteur-là. Et que ça va être 3 ans où la souffrance va être énorme. Pourquoi je rajoutais plus les investissements matériels qu'on a au début. Parce que comme je disais, il faut plus de tracteurs, il faut plus de cadres. Chez vous, sur le domaine en Costières, ça a été quoi les investissements matériels chiffrés? Centaines de milliers, millions de milliers? Non, oui, parce que déjà, un porteur de pulvée, on a renouvelé nos 2 pulvées pour avoir du matériel avec une qualité de pulvée bien meilleure. On a eu une politique de renouvellement des tracteurs beaucoup plus agressive aussi, parce qu'on travaillait avec des vieux coucous, et qu'une année comme cette année, quand on a le programme de traitement, s'il ne démarre pas, on est chocolat. On est chocolat. Les cadres en DK, en tout ça, on a essayé des choses, ça n'a pas bien marché, il a fallu les revendre, on a acheté d'autres choses. Enfin, je veux dire, c'est comme disait monsieur, il faut partir d'une situation relativement saine pour commencer par investir, travailler plus sans gagner plus. C'est pas très sarkozien comme truc. Et derrière, c'était avant ça. Hein. Et derrière, pour envisager à terme une situation meilleure. Voilà.
Mais il faut y croire, je suis d'accord. C'est mieux, c'est plus facile Ouais. pendant les périodes un peu creuses. Sur l'histoire de l'investissement matériel, nous, dans notre cas, on l'a fait de façon progressive. Le travail du sol, il n'y a pas de certitude, et puis il y a du matériel qui est plus ou moins innovant tous les ans. On peut profiter aussi de certaines aides qui sont plus profitables à l'agriculture biologique. Chez nous, là, on a les plans végétaux environnement qu'on peut souscrire chaque année en étant bio, ce qui n'est pas le cas quand on est conventionnel. Je crois que c'est une fois tous les 3 ans. Donc nous, dans notre cas, moi j'ai équipé un premier tracteur avec un équipement entre roues. Ça, c'était la première année. Mais tous les ans, je mobilise une enveloppe pour le travail du sol. Bon, des fois, je me dis, bon, ben, finalement, cette année, j'ai pas d'idée, je fais rien, mais dans ma Partez en tête, vacances sinon, pas avec. on peut aussi, Oui. mais c'est pas très utile. Et cette année, on a acheté une décavaillonneuse très récente aussi, alors qu'on en avait une. Il faut aussi penser à renouveler le matériel. Mais on est avantagé aussi, une fois qu'on est certifié bio, sur certaines aides au matériel. C'est valable le cas chez vous aussi, Michel Gassier. Oui, ces aides, oui. 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 Oui, heureusement, on essaye enfin, on fait les On dossiers active aussi. quel levier auprès de qui? Bah, c'est les PVE. Après, nous, on est dans une zone où on a des zones de protection à cause des captages de villages, de captage d'eau. Donc, ça nous ouvre encore un potentiel un petit peu plus large. Mais c'est vrai qu'on arrive. Bon, on ne se fait pas subventionner les tracteurs, hein, mais tout ce qui, Il y a un soutien. voilà, tout ce qui est pulvé, travail de sol, etc., on arrive à se faire aider. Comment ça se passe côté coopérateur, Noël Laurens? Je dirais que profiter des 3 années de conversion, en cave, c'est aussi se mettre dans la peau d'un producteur bio dès la première année pour voir déjà comment se comporte la cave en elle-même, c'est-à-dire la notion de séparation entre le conventionnel et le futur bio, même si la première année, on n'est pas tenu de le faire parce que commercialement, il n'y a pas de débouché particulier. Mais je pense que c'est un très bon moyen de rentrer dans le sujet pour être prêt l'année N où on est vraiment estampillé bio. Et ça permet d'éviter quelques erreurs, notamment dans des pratiques œnologiques où on ne pense pas que c'est... Enfin, le producteur n'est peut-être pas au courant de l'interdiction de telle ou telle pratique. Ça permet de revoir un peu le cahier des charges de la mise en bouteille, par exemple, ou de la stabilisation tartrique, ou de l'utilisation de tel ou tel produit de collage, etc. Voilà, je pense que c'est important, dès la première année, de se mettre dans la peau d'un producteur bio. Et non pas de se dire on a encore 1 an, 2 ans, 3 ans pour basculer. Henri Cauzin, si vous voulez. 3 ans, bon là on a dit 3 ans, c'est long financièrement, mais en fait c'est court techniquement. Et c'est vrai qu'il faut anticiper, il ne faut pas se tromper sur la forme de sulfite qu'on va utiliser, parce que ça peut être catastrophique de faire 3 années de conversion et de rater le label pour un détail. Donc tout ça, ça s'étudie, mais le cahier des charges est quand même assez complexe. Enfin, en tout cas, il y a de quoi lire et s'adapter. Donc oui, ça s'anticipe aussi. Est-ce qu'il y a des vignerons qui sont en conventionnel qui vous appellent de plus en plus aujourd'hui pour prendre des renseignements, pour essayer d'échanger avec vous? Ah ouais, depuis le début de l'année, là, ça bouge beaucoup à Bordeaux. Plein boom sur Bordeaux? Il semble, et bon, ben, on s'en félicite, mais quelque part, enfin, moi je m'inquiète un petit peu parce qu'il y a des cas où on voit des gens qui n'étaient pas dans la réflexion et qui se lancent de façon un petit peu Qu'est-ce qu'ils font? Ils confondent vitesse et précipitation? Oui, bah, c'est un peu compliqué, hein. On connaît les vignobles de nos voisins, on sait comment ils sont travaillés. Et quand on entend dire à un viticulteur dire ben, moi je passerai tout dès demain, alors que le travail du sol n'a pas été effectif chez lui depuis plus de 20 ans. Parce que même sur les plantations, aujourd'hui, il travaille très peu les sols. On peut être inquiet, surtout après 2018 où ça a été très compliqué à tous les niveaux, quoi. Chez vous, Michel Gassier? Oui. Vous êtes contacté par d'autres vignerons? Oui, on peut être contacté. On a à peu près la même approche, c'est-à-dire qu'on essaye Il y a pas mal de gens qui juste regardent le prix des cours et disent ah ben super, je vais partir en bio.
Voilà, on essaye de partager notre expérience, d'essayer de partager les erreurs qu'on a pu faire, et puis surtout de leur dire attention, c'est plus compliqué, quoi. On passe du niveau national à la Ligue 1, quoi. Donc il faut. C'est juste un cran au-dessus. Voilà. Donc voilà, on essaye de faire ce travail de sensibilisation et pas du tout de les décourager, mais qu'ils y aillent les yeux ouverts, quoi. On les oriente aussi sur le réseau dont on parlait tout à l'heure, parce que souvent Les réseaux lesquels, par exemple? Chez nous, ça va être le syndicat des vignerons bio d'Aquitaine pour la partie vinicole, et puis pour tout ce qui est vitique, il y a les agro-bio. Il peut y avoir la chambre d'agriculture aussi, je pense que dans toutes les chambres maintenant, il y a quand même un pôle bio. Donc tout ça, il faut qu'ils aient la démarche de le faire. Quand quelqu'un nous appelle et veut se lancer dans l'année et qu'il ne sait pas quel mail envoyer, une demande ou quoi que ce soit, on est quand même un petit peu inquiet parce qu'on se dit il y a encore du travail à faire et on est déjà en février. Et donc on s'inquiète un petit peu. Ouais. Est-ce qu'il y a sur vos domaines aujourd'hui, en 2019, des évolutions à venir et lesquelles? Une des cavaillonnaises, toute neuve. Toutes neuves. Pour mon salarié très content, il adore ça, donc ça c'est super. Et nous, cette année, en 2018, on a postulé au label Déméter pour aller un peu plus loin. Poussées en biodynamie? Voilà, pour différentes raisons. Lesquelles? On sait que le cuivre a une nouvelle législation. C'est pour ça, donc, les raisons, c'est d'aller toujours plus loin. Le bio en soi ne doit pas être vu, quand on a des convictions environnementales, c'est pas une finalité. C'est peut-être même une étape. Donc on essaie tout le temps de rajouter quelque chose. Et puis, moi, quand je suis arrivé sur l'exploitation, dans mon cas précis, en 2007, j'avais pas vraiment de projet personnel. Je reprenais une exploitation qui avait 30 ans, que mon père dirigeait bien. D'ailleurs, financièrement, ça fonctionnait, donc il n'y avait pas de souci. Mais c'est vous qui va enclencher la conversion. Et donc l'identité que j'ai lancée personnelle, ça a été le bio. Et derrière, ça donne une dynamique pour faire des choses avec une fréquence annuelle, quoi. Toujours faire des choses un petit peu en plus. Chez vous, Michel Gassier, il y a des évolutions sur 2019? Oui, on va acheter un chenillard parce qu'on a beaucoup replanté. Donc investissement, on le comprend pour tous les deux là. Hein. Voilà, tout simplement parce qu'on a beaucoup replanté en gobelet ces dernières années, qui est quand même le mode de conduite classique du grenache. Moi j'aime beaucoup ce cépage-là, on en replante beaucoup. Grenache Mourvèdre. Mourvèdre parce que je pense qu'il est bien adapté à nos climats et surtout à l'évolution climatique que l'on subit. Le gobelet est une forme de conduite qui convient particulièrement à ces cépages et qui par contre, hormis faible densité de plantation, rend l'interrang beaucoup plus étroit. Et on a un petit peu de mal actuellement, même avec les tracteurs vignerons. Bon, c'était le chenillard, les vieux Saint-Chamond à Châteauneuf-du-Pape. Historique. Voilà, c'est historique. Donc on a fait pas mal de recherches, on est allé au Citévi et tout. Donc on va essayer avec un tracteur assez étroit, 80 cm de large. Qui a fait ses preuves. Et pour voir, non, là c'est une autre marque, mais pour voir si on arrive à faire un boulot plus précis dans ces gobelets, notamment en travail de sol. Voilà. Est-ce qu'il y a des évolutions chez vous, Noël Laurens, sur les caves pour lesquelles vous travaillez, que ce soit Vergès ou sur Saint-Maurice de Cazevielle? Oui, il y a eu un grand changement sur les produits œnologiques autorisés au fin novembre, de mémoire. Oui, c'est ça, c'est fin novembre. Donc après la Vinif 2018, donc ils vont être applicables, enfin qui sont déjà applicables, mais qui vont rentrer de plein pied dans l'actualité en 2019. Donc ça va être de remettre à nouveau, remettre à jour la réglementation, les produits autorisés, mais et de peut-être faire encore un petit peu évoluer les pratiques œnologiques sur certains clients. Pendant par l'exploitant, il faut être constamment à l'affût en fait. Tout à fait, oui. Quand en plus vous croisez sur des gros clients coopératifs notamment des normes bio françaises, mais vous croisez avec du NOP ou des équivalences NOP, etc., ça devient rapidement très compliqué. Voilà, donc on a des pense-bêtes permanents, interdits, autorisés, et puis on coche, et de plus en plus on élimine de produits en fait. Voilà, ça arrive à ça. Un mot pour terminer. Vous êtes présents tous les deux, Pierre-Henri Cauzins et vous, Michel Gassier, présents ici sur le salon Millésime Bio. Quel regard est-ce que vous portez sur ce salon mondial du bio à Montpellier?
Pendant la période de conversion, déjà, on regardait un petit peu ce qui se faisait à ce niveau-là et on était venus. On était venus pour se préparer. Et, Venu, ça veut dire quoi? En éclaireur? en éclaireur, oui, sur une journée, pour voir la dynamique et puis comment ça se passait. Et puis dès qu'on a eu des vins labellisés et qu'on pouvait participer, on s'est inscrit et on l'a fait quasiment tous les ans, sauf l'année dernière où malheureusement j'ai raté l'inscription suite au gel bordelais. J'avais un peu la tête dans les difficultés. Donc, Patrick Guiron nous le disait tout à l'heure, il y a une liste d'attente d'une centaine de vignerons qui ne peuvent pas participer. Il faut être hyper réactif. Oui. Vous recevez l'ouverture, il faut s'inscrire tout de suite. Voilà. C'est un salon qui est pour vous incontournable aujourd'hui, Millésime Bio, en termes de vente. Oui, j'y croise 75% de mes acheteurs. Pas tous, mais puis il est très très bien positionné pour nous, hein, parce que on est sur une période où on peut délaisser un peu le vignoble. Donc on vient ici, on voit nos acheteurs et dans la continuité des autres salons, on peut finaliser certaines choses qu'on amorce ici. Donc voilà, c'est un peu pour nous le début de l'activité commerciale qu'on va arrêter au printemps parce qu'après on monte sur les tracteurs. Donc, En reparlant de vignoble, et pour vous, Michel Gassier, ce salon, Oui, Millésime Bio, c'est un très bon salon. Nous, ça fait des années qu'on le fait. C'est un salon assez unique par son format. Le fait que tout le monde soit traité de manière égale, on a tous une table, quelle que soit la taille de l'exploitation et tout, je trouve que c'est rafraîchissant. c'est la marque de fabrique, ça. Voilà, ça, je dirais, changez rien. Par contre, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat. Il y a quelque chose qui me surprend, c'est dans l'organisation des tables. Autant quand on a démarré le salon, il y avait un demi-hall, c'était bien qu'on soit tous mélangés et ça permettait aux gens de passer. Il a pris une telle ampleur et puis on s'aperçoit que maintenant les acheteurs, ils préparent leur salon, c'est-à-dire et que si soi-même on n'a pas préparé le salon, c'est-à-dire on n'a pas envoyé des invitations, on n'a pas demandé, ben, il n'y a pas grand monde qui vient. Je me pose des questions, si je me mets à la place d'un acheteur qui cherche quelque chose de spécifique, qui se Ambiance balade, aiguille dans une botte de foin. exactement, je passe de l'allemand au bordelais, à l'italien, au Languedoc-Roussillon, à la vallée du Rhône. Alors on peut commencer à préparer, puis il y a une application qui est disponible sur les smartphones aujourd'hui, qui va évoluer à partir de l'année prochaine, où justement on va en parler avec Patrick Guiraud, qui sera sur un nouveau mode, on pourra préparer tout le salon en amont et faire une prise de rendez-vous aussi en amont. Super, bonne initiative. Merci à vous trois d'avoir Merci. été à nos côtés. Merci. Merci à vous d'avoir participé à ces conférences. Je vous invite à retrouver les différents intervenants si vous voulez peut-être discuter de vive voix avec eux dans quelques minutes. Et puis vous avez à disposition l'ensemble des documents qu'on a évoqués ce matin qui sont présents ici sur l'entrée du salon. Je vous le disais, c'est dernière ligne droite de ce rendez-vous Millésime Bio. L'année prochaine, numéro 27, on va parler de cette application sur smartphone où aujourd'hui Sud 20 Bio travaille sur une version 4.0. Ce sera à suivre pour l'édition, le millésime de l'an prochain. Grand merci à l'ensemble des participants et des participantes, aux équipes de Sud 20 Bio, à l'Institut français de la vigne et du vin, aux chambres d'agriculture de l'Aude et de l'Hérault. Pour optimiser votre visite, il y a cette application qui est disponible sur votre smartphone aujourd'hui. On n'a pas retrouvé Patrick Guiraud. Le temps qu'il arrive. On va essayer peut-être de le retrouver dans quelques instants. Il est toujours très célèbre, Patrick. Bonne journée à vous et très bonne fin de salon ici à Millésime Bio.